Bonsoir et bienvenue pour cette lecture apaisante consacrée au grand chemin de la soie. Une voie mythique qui a façonné l'histoire de l'Eurasie durant plus de 2 millénaires. Ce voyage immobile vous transportera à la lueur d'un récit calme depuis la Chine ancienne jusqu'au rivage de la Méditerranée, en traversant des déserts brûlants, des montagnes majestueuses et des cités oubliées. Laissez vos pensées s'évader, détendez-vous et suivez le fil des caravanes qui ont uni l'Orient et l'Occident, tissant un réseau de liens, de croyances, de marchandises et de rêves. Que cette exploration nocturne vous apporte à la fois savoir et tranquillité. Bien avant que le mot même de soie ne devienne symbole de raffinement, l'Asie intérieure était déjà parcourue de sentiers secrets, empruntés par des peuples nomades, des pasteurs et de modestes marchands. À une époque où l'écriture n'existait pas encore sur de nombreux territoires, les hommes suivaient les mouvements des étoiles, des rivières et des troupeaux, établissant des itinéraires dictés par le besoin de survie. Les premiers échanges concernaient le sel, les pierres semi-précieuses, les pigments naturels, les outils de bronze ou de jade, et parfois même des légendes et des chants, transmis oralement de génération en génération. Les archéologues contemporains ont mis au jour des preuves bouleversantes de cette préhistoire du commerce transcontinental. Dans les sables du bassin du Tarim, dans les tombes de la vallée du fleuve Jaune, ou encore sur les hauteurs du Pamir, ils ont retrouvé des restes de textiles, de perles de verre venues d'Égypte ou de Méditerranée, et même des objets en étain ou en cuivre originaires d'Occident. Ces découvertes prouvent que, des milliers d'années avant l'apparition des grands empires, l'Asie était déjà un monde connecté, où la curiosité et la nécessité l'emportaient sur la peur de l'inconnu. Dans cet espace immense, chaque oasis, chaque source et chaque col de montagne devient une halte précieuse pour les voyageurs. Les caravanes, bien que modestes au début, étaient déjà organisées. Chaque membre avait une tâche, un rôle précis, depuis les éclaireurs jusqu'aux gardiens de troupeaux, en passant par les cuisiniers ou les conteurs. Le soir, à la lumière vacillante des feux, les histoires de terres lointaines, d'animaux fabuleux, de peuples mystérieux nourrissaient l'imaginaire et entretenaient l'espoir de revenir plus riche, ou du moins plus sage. La légende fondatrice du chemin de la soie prend forme avec le récit de la princesse chinoise qui, pour préserver le secret de la soie, aurait caché un cocon de verre dans sa chevelure avant d'épouser un prince lointain. La soie, matière fascinante et précieuse, devient dès lors le symbole d'un savoir jalousement protégé, objet de convoitise et de diplomatie entre les royaumes. Au fil des siècles, la technique de la sériciculture reste confinée à la Chine, où elle est considérée comme un monopole d'État. Les étoffes raffinées, légères, brillantes et incroyablement solides sont offertes en tribut aux souverains étrangers, aux ambassadeurs et aux chefs de tribus frontalières. La fascination pour la soie atteint les confins du monde connu. En Perse, à Rome, en Inde, les récits de marchands évoquent des tissus aux couleurs éclatantes, des motifs complexes, capables de traverser les océans et les siècles sans perdre leur éclat. La soie circule alors en petite quantité, mais son prestige croît à chaque échange. Elle se troque contre des chevaux de guerre, des pierres précieuses, de l'ambre, des épices rares ou du verre soufflé venu de Méditerranée. Plus qu'une marchandise, elle devient l'étendard d'une civilisation raffinée et l'objet de toutes les ambitions. Mais la route de la soie n'est pas uniquement tracée par le désir du luxe. Les premiers échanges entre l'Empire du Milieu et ses voisins reposent sur la nécessité. L'accès à l'eau, aux terres fertiles, aux troupeaux, aux métaux et parfois à la paix. Les alliances se forment et se défont au gré des saisons, des récoltes, des guerres et des caprices du climat. Les frontières sont poreuses, les identités mouvantes, et le brassage des peuples donne naissance à des sociétés métissées,
riche d'influences multiples. La géographie de la route impose ses lois, des steppes du Kazakhstan aux dunes brûlantes du Taklamakan, des cols du Pamir aux oasis de la vallée de Fergana. Chaque étape du voyage réserve ses dangers et ses merveilles. Les tempêtes de sable, les crues soudaines, les attaques de brigands ou de nomades en quête de butin rappellent la fragilité de la vie et la nécessité de la solidarité. Mais ce sont précisément ces difficultés qui forgent la légende. Seuls les plus audacieux, les plus organisés, les plus chanceux arrivent à destination. Peu à peu, ces sentiers se transforment en véritables axes de circulation. À partir de la dynastie Han, sous l'impulsion des empereurs, la Chine développe des réseaux de routes, de postes de garde, de marchés fortifiés et accorde des privilèges aux marchands étrangers. Les premières missions diplomatiques, comme celle de Zhengxian, ouvrent la voie à une reconnaissance officielle des itinéraires vers l'ouest. Chang'an, capitale impériale, devient la porte d'entrée du monde, d'où partent les caravanes pour Dunhuang, Kashgar, Samarcande et au-delà jusqu'à la Méditerranée. Chaque halte devient un monde miniature, un laboratoire d'influence. Dans les caravansérails, sur les places de marché, dans les temples ou les maisons de thé, s'échangent non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des croyances, des savoir-faire. Les langues se mêlent, les cuisines se rencontrent, les religions se confrontent ou s'enrichissent. Des objets venus de Rome côtoient des statues bouddhistes, des parfums d'Arabie, des manuscrits persans ou des étoffes indiennes. Le chemin de la soie devient ainsi un espace vivant, changeant, imprévisible. Il n'existe pas une route, mais une multitude de chemins parallèles, secondaires, saisonniers. Certains suivent les rivières, d'autres contournent les montagnes ou traversent les déserts. D'autres encore ne laissent aucune trace sur le sol, mais survivent dans la mémoire des peuples. Chaque génération redéfinit son itinéraire, en fonction des dangers, des alliances, des opportunités ou des interdits religieux. C'est ce foisonnement, cette adaptabilité, cette créativité collective qui explique la longévité du grand chemin de la soie à travers les siècles. Au-delà des chiffres et des cartes, la réalité du chemin de la soie se mesure à l'aune des récits humains. Des journaux de voyage chinois, persans, arabes, indiens, grecs ou latins évoquent des rencontres inattendues, des péripéties incroyables, des amitiés nouées autour d'un repas partagé ou d'une tempête surmontée ensemble. Ces textes constituent aujourd'hui une mémoire vivante, précieuse, qui éclaire d'un jour nouveau les liens profonds unissant les hommes par-delà les distances et les différences. Enfin, la première époque du chemin de la soie s'achève sur une promesse, celle d'un dialogue sans fin entre les civilisations. À mesure que les routes s'élargissent, que les caravanes grossissent, que les langues se diversifient, l'Eurasie découvre que son avenir dépend de sa capacité à échanger, à apprendre et à s'adapter. C'est ce legs, discret mais essentiel, qui survivra aux empires, aux guerres et aux siècles, pour nourrir encore aujourd'hui la fascination pour le grand chemin de la soie. À l'aube de la dynastie Han, qui régna sur la Chine pendant près de 4 siècles, s'opère une transformation décisive dans l'histoire du grand chemin de la soie. L'empereur Wudi, déterminé à sécuriser les frontières de l'Empire et à étendre son influence, ordonne une série d'expéditions vers l'Ouest. C'est ainsi que naît, sous l'impulsion du pouvoir central, la volonté d'ouvrir, d'organiser et de protéger des routes commerciales de plus en plus vastes. Ces chemins relient la plaine centrale aux oasis reculées, et de là jusqu'aux confins de la Perse, de l'Inde et des royaumes hellénistiques. L'aventure prend alors une ampleur nouvelle. Elle cesse d'être le fait de quelques aventuriers pour devenir l'enjeu stratégique d'un État et d'une civilisation entière. La figure de Zhengxian, envoyé en mission par l'empereur,
marque le point de départ d'une ère nouvelle. Capturé par les Xiongnu, nomades puissants du Nord, puis libéré après des années de captivité, il parvient à établir des contacts diplomatiques avec des peuples inconnus jusque-là. Sogdiens, Parthes, Yuezhi, Sakas. À son retour à Chang'an, il apporte non seulement des informations précieuses sur les routes, les produits et les usages, mais aussi des alliances qui serviront de base à l'ouverture des premiers grands axes commerciaux. C'est à cette époque que les routes caravanières prennent une dimension quasi institutionnelle. Des postes de garde sont érigés à intervalles réguliers. Des marchés fortifiés, des puits, des entrepôts, des abris contre le froid où la chaleur jalonne le chemin. La protection des voyageurs devient un enjeu militaire. Des garnisons permanentes sont installées, des armées mobiles patrouillent dans les zones à risque et des alliances temporaires sont conclues avec certains peuples nomades pour garantir la sécurité. La circulation des marchandises s'accélère, les caravanes grossissent, les marchands venus de l'Ouest affluent en nombre à la cour de Chine. Les premiers échanges massifs de chevaux et de soie marquent l'économie du temps. La soie, qui conserve son aura de mystère, est échangée contre les fameux chevaux célestes du Ferghana. Des montures robustes et rapides, capables de traverser les steppes et d'impressionner les ennemis lors des batailles. Les chroniqueurs rapportent que des milliers de rouleaux de soie sont convoyés chaque année vers l'ouest, alors que les écuries impériales s'enrichissent de lignées prestigieuses. Les Parthes, grands intermédiaires, profitent de leur position stratégique pour taxer, contrôler et parfois détourner les flux commerciaux, consolidant leur propre puissance au cœur de l'Asie centrale. L'essor du chemin de la soie entraîne l'apparition de nouvelles cités, de nouveaux peuples et de nouveaux métiers. Des villes comme Dunhuang, Kucha, Turfan, Samarcande ou Merv deviennent des carrefours d'échange, des centres de tolérance religieuse et de foisonnement culturel. Les caravansérails accueillent des hommes venus de tous horizons. Persans, Sogdiens, Grecs, Bactriens, Indiens, Arabes et même quelques Romains, attirés par les richesses du lointain Orient. La langue sogdienne s'impose comme lingua franca du commerce. Les religions se côtoient, les styles architecturaux se croisent. Les routes secondaires, moins connues, relient la vallée de l'Indus, la steppe pontique, la mer Caspienne ou le Caucase. Les échanges ne concernent pas seulement la soie ou les chevaux. Les perles, le jade, l'ambre, les tissus de laine, le verre, les épices, les métaux précieux circulent dans tous les sens, accompagnés d'idées, de croyances et d'innovations. Les secrets de fabrication du papier, de la porcelaine, des armes à feu, ou encore la connaissance des plantes médicinales et des instruments de musique voyagent d'un bout à l'autre de l'Eurasie. La route devient un vecteur d'innovation technique et culturelle, accélérant l'évolution des sociétés qui la jalonnent. Cette période d'ouverture n'est pas exempte de tensions ou de conflits. La lutte contre les Xiongnu, les escarmouches entre royaumes rivaux, les rivalités religieuses ou commerciales ponctuent le quotidien des voyageurs. Les empereurs de Chine, soucieux de garder le contrôle, instaurent des monopoles d'État, réglementent les prix, organisent des expéditions punitives contre les rebelles ou concluent des mariages diplomatiques pour pacifier les frontières. À l'ouest, les Parthes et, plus tard, les Sassanides contrôlent une grande partie du transit entre l'Iran, la Mésopotamie et l'Empire romain. La Perse devient un passage obligé, un pont entre les mondes, mais aussi une zone de friction, de taxes, de détournement et de convoitise. Les Romains, fascinés par la soie, mais inquiets de la fuite de l'or vers l'Est, cherchent à contourner les intermédiaires, explorent la mer Rouge, l'océan Indien, tentent d'établir des contacts directs avec l'Inde ou la Chine. Mais la route terrestre demeure, jusqu'à l'Antiquité tardive, le principal vecteur d'échange entre l'Eurasie et la Méditerranée. Le grand chemin de la soie
ne cesse d'évoluer au fil des siècles. Des peuples disparaissent, d'autres émergent, les empires s'effondrent, de nouveaux pouvoirs se constituent. Mais la dynamique d'ouverture, de circulation et de dialogue l'emporte toujours sur la fermeture. Les innovations militaires, les techniques de fortification, les systèmes de relais ou de postes permettent d'accélérer le voyage, de réduire les risques, d'optimiser les profits. Vers le milieu du premier millénaire de notre ère, la route atteint son apogée. Des caravanes géantes traversent l'Asie d'un bout à l'autre. Des ambassades se croisent sur les chemins. Des œuvres d'art, des livres, des objets sacrés circulent librement. C'est l'âge d'or d'un monde ouvert, d'une Eurasie cosmopolite, d'une culture du voyage et de la rencontre. Les récits des voyageurs, les peintures murales, les objets retrouvés dans les tombes ou les monastères témoignent de cette effervescence unique qui nourrit encore l'imaginaire contemporain. Au fur et à mesure que le grand chemin de la soie se développe, des cités-oasis apparaissent comme des joyaux étincelants, points de rencontre, de repos et d'échange pour les voyageurs, les marchands et les pèlerins venus des 4 coins du monde. Parmi ces cités, certaines deviendront mythiques: Samarcande, Bukhara, Merv, Kashgar, Khotan, Dunhuang, Turfan et plus tard Xi'an, Rai, Balkh ou encore Palmyre. Chacune possède son caractère unique, ses traditions, sa langue, son marché foisonnant et ses légendes. Mais toutes partagent la même fonction: permettre le brassage des peuples et la circulation des richesses dans un environnement souvent hostile. À Samarcande, perle de l'Asie centrale, les dômes turquoises des mosquées dominent les bazars colorés où se pressent les caravanes venues d'Orient et d'Occident. Les caravanserais, immenses auberges fortifiées, offrent sécurité, nourriture et repos à ceux qui traversent les déserts ou franchissent les montagnes. Les marchands sogdiens, véritables maîtres de la négociation, accueillent persans, turcs, arabes, indiens, chinois et européens, orchestrant d'innombrables échanges. Tissus, épices, orfèvrerie, chevaux, mais aussi secrets commerciaux et nouvelles inventions. À Bukhara, célèbre pour ses madrasas et ses sanctuaires, la vie s'organise autour de la religion, du savoir et du commerce. Les bibliothèques abritent des manuscrits en plusieurs langues: arabe, perse, turc, sogdien, syriaque, sanskrit. Les savants s'y croisent pour discuter d'astronomie, de médecine, de philosophie ou de mathématiques, tandis que les marchands enrichissent les marchés de soieries, de fourrures, de parfums et de pierres précieuses. Bukhara rayonne bien au-delà de ses remparts, attirant pèlerins, artistes et aventuriers de passage. Merv, jadis surnommée la mère des villes, contrôle l'un des carrefours les plus stratégiques du chemin. Son réseau d'irrigation, ses jardins, ses palais et ses murailles témoignent d'un raffinement et d'une organisation hors du commun. On y célèbre chaque jour la diversité des origines, des croyances et des pratiques. Zoroastriens, bouddhistes, chrétiens nestoriens, musulmans et animistes cohabitent et parfois s'influencent mutuellement. Les oasis ne sont pas seulement des haltes matérielles, mais de véritables laboratoires de métissage culturel. Sur les places de marché, dans les ateliers d'artisans, dans les bains publics ou les maisons de thé, s'échangent non seulement des marchandises, mais aussi des recettes de cuisine, des motifs décoratifs, des instruments de musique, des contes et des myths. Les enfants apprennent plusieurs langues, les artisans innovent en mêlant techniques persanes, chinoises ou indiennes. Les médecins partagent remèdes et observations sur les maladies venues de contrées lointaines. Khotan, à la lisière du désert du Taklamakan, doit sa fortune à la production de soie et de jade. La ville contrôle l'une des sources les plus recherchées de jade blanc, prisée en Chine pour la sculpture et l'orfèvrerie. Les caravanes transportent les rouleaux de soie fine et les blocs de jade à travers les dunes, échangeant leurs précieuses cargaisons contre des épices, de l'ivoire
ou des pigments rares. Les légendes évoquent des cités englouties sous le sable, des trésors perdus, des caravanes disparues lors de tempêtes soudaines. À Dunhuang, porte d'entrée du désert du Gobi, se dressent les célèbres grottes de Mogao, où des moines bouddhistes ont sculpté et peint des milliers de fresques relatant l'histoire des voyages, des miracles et des rencontres. Les pèlerins s'y arrêtent pour prier, recopier des manuscrits, apprendre les nouvelles venues de l'Est ou de l'Ouest. Dunhuang devient aussi un centre de traduction où les textes sacrés bouddhistes sont traduits du sanskrit en chinois, puis diffusés à travers l'Asie orientale. La structure des cités-oasis est adaptée à la vie caravanière. De vastes places de marché, des puits profonds, des entrepôts, des temples, des fortifications, des jardins irrigués. Les caravanserais jouent un rôle central. Ils accueillent parfois plusieurs centaines de personnes et leurs bêtes, offrant sécurité et services contre une modique rétribution. Certains marchands s'y installent pour de longues périodes, attendant la fin d'une tempête ou la venue d'un convoi important. Les populations sont composites, familles d'artisans, riches négociants, religieux itinérants, esclaves, mercenaires, orphelins recueillis lors de guerres ou de famines. La vie quotidienne est rythmée par l'arrivée des caravanes, les fêtes religieuses, les marchés saisonniers, les mariages mixtes et les querelles entre communautés. Les lois varient d'une ville à l'autre. Certains gouverneurs encouragent la tolérance et la protection des étrangers. D'autres imposent des taxes ou des restrictions aux voyageurs venus d'ailleurs. L'architecture mêle les influences. Coupoles persanes, pagodes chinoises, minarets arabes, mosaïques gréco-romaines, maisons en pisé ou en briques crues. Les bains publics, les jardins clos, les bibliothèques et les hôpitaux témoignent d'une sophistication rarement égalée ailleurs à la même époque. Les cités-oasis deviennent de véritables phares pour les voyageurs perdus dans l'immensité des steppes ou des déserts. Les fouilles archéologiques modernes révèlent la richesse de ce patrimoine oublié. Monnaies d'or frappées à Rome, statuettes grecques, étoffes chinoises, vers de Syrie, bijoux indiens, instruments de musique et manuscrits religieux. Les sables du Taklamakan, en particulier, ont préservé de nombreux vestiges qui racontent les drames, les échanges, les révolutions et les renaissances de ces cités exceptionnelles. Chaque objet retrouvé éclaire un pan de la vie quotidienne, des peurs, des espoirs et des rêves de générations disparues. Les récits de voyageurs, chinois, persans, arabes, européens, fourmillent d'anecdotes sur la vie dans les oasis. On y décrit des fêtes somptueuses, des marchés bruissants de vie, des complots ourdis dans l'ombre, des miracles attribués à des sages venus d'Inde ou de l'Empire byzantin, des disparitions mystérieuses et des fortunes construites ou perdues en une nuit. À mesure que la route gagne en importance, certaines cités deviennent le siège d'écoles réputées, de guildes marchandes puissantes, de confréries religieuses influentes. Des synagogues, des monastères bouddhistes, des mosquées et des temples zoroastriens coexistent parfois à quelques rues de distance. Les conflits ne sont pas rares, mais la nécessité du commerce favorise une certaine tolérance et une capacité d'adaptation remarquable. Enfin, la mémoire des cités oasis, conservée dans les chroniques et les traditions orales, continue d'inspirer les peuples d'Asie centrale et d'ailleurs. Leur héritage architectural, artistique et spirituel rappelle que le grand chemin de la soie ne fut pas qu'un simple itinéraire commercial, mais un espace vivant de création, de dialogue, de diversité et de résilience. Les sables ont recouvert bien des murailles, mais l'esprit de ces villes demeure au croisement des rêves et de l'histoire. Les échanges qui animent le grand chemin de la soie constituent le moteur de son incroyable vitalité et de sa renommée à travers le monde antique et médiéval. Si la soie lui a donné son nom et sa légende, la réalité des marchandises transportées est infiniment plus riche, diversifiée et surprenante. À chaque époque, les caravanes transportent des biens précieux, des matières premières, des objets d'art et de la technologie, mais aussi des connaissances,
des idées, des musiques et des croyances qui voyagent d'un bout à l'autre de l'Eurasie, transformant profondément toutes les sociétés concernées. Le premier et le plus emblématique des produits échangés est la soie, monopole jalousement gardé par la Chine impériale pendant de nombreux siècles. La soie chinoise, réputée pour sa douceur, sa légèreté, sa brillance et sa résistance, fait l'objet de toutes les convoitises. Les rois perses, les patriciens romains, les dignitaires byzantins, les souverains indiens et arabes la recherchent à prix. D'or, la soie circule sous forme de rouleaux, de vêtements, de tapisseries, de voiles et même de cordages. Les étoffes sont souvent décorées de motifs raffinés, de scènes mythologiques, de symboles protecteurs ou d'inscriptions bénissant le voyageur. Mais la soie n'est que la partie la plus visible d'un immense flot de marchandises qui parcourt la route dans les deux sens. Du cœur de la Chine, on exporte également du jade, de la porcelaine, du papier, du thé, des parfums rares, des lacs, des bronzes et des œuvres d'art. Les provinces occidentales et l'Asie centrale apportent à leur tour de l'ambre, du verre soufflé, des épices précieuses comme la cannelle, la cardamome ou le poivre, des pierres semi-précieuses, des peaux, du corail, du lin, de la laine et des chevaux de race. Les caravanes transportent aussi des objets plus insolites. Des autruches vivantes pour les jardins impériaux, des léopards dressés pour la chasse, des perles de la mer Rouge, des noix de coco d'Inde ou des manuscrits scientifiques venus de Grèce ou d'Égypte. Au fil des siècles, le commerce des chevaux devient stratégique pour la puissance militaire des empires riverains de la route. Les fameux chevaux célestes du Ferghana, d'une endurance et d'une force hors du commun, sont échangés contre des rouleaux de soie, de l'or ou des métaux précieux. Les armées chinoises, perses, sogdiennes ou turques dépendent de ces montures robustes pour traverser steppes, montagnes et déserts. Le trafic de chevaux donne naissance à de véritables dynasties de marchands, à des légendes héroïques et à d'innombrables conflits entre éleveurs, brigands et autorités. Le sel, souvent ignoré dans l'imaginaire populaire, constitue une ressource vitale pour les caravanes et les villes traversées. Des salines du Tarim aux mines du Turkestan, en passant par les oasis de l'Iran ou du Proche-Orient, le sel est transporté par ballots entiers, troqué contre des denrées alimentaires, des étoffes ou des armes. Les routes du sel croisent parfois celles de la soie, de l'ambre ou des fourrures, créant de véritables corridors économiques et politiques. Le commerce des épices transforme les habitudes alimentaires, les rituels religieux et même la médecine de tous les peuples connectés au grand chemin. Le clou de girofle, la muscade, le gingembre, le safran ou le poivre sont utilisés non seulement pour parfumer les plats, mais aussi pour préparer des remèdes, des onguents, des parfums ou des encens. Les médecins indiens, persans, chinois ou arabes échangent leurs connaissances sur l'utilisation des plantes et des minéraux, créant ainsi les bases d'une pharmacopée internationale. La circulation des objets en métal, fer, cuivre, or, argent, étain, enrichit les artisans, les orfèvres et les armées. Des armes, des outils agricoles, des pièces de monnaie, des bijoux, des miroirs, des instruments scientifiques ou musicaux témoignent de la maîtrise technique atteinte par les différentes civilisations. Les monnaies frappées dans des capitales lointaines circulent de main en main, servant parfois à payer des mercenaires, à solder des dettes ou à financer de nouveaux voyages. Mais les échanges matériels ne seraient rien sans les échanges immatériels, qui font la richesse la plus durable du grand chemin de la soie. La diffusion des techniques, fabrication du papier, du verre, de la soie, de la porcelaine, de la poudre à canon, des instruments d'astronomie révolutionne les modes de vie, les arts et les sciences. Les styles artistiques fusionnent. Motifs persans sur des poteries chinoises, arabesques indiennes dans les manuscrits sogdiens, miniatures byzantines copiées dans les monastères d'Asie centrale. Les musiciens, conteurs,
poètes et danseurs jouent un rôle essentiel dans la transmission des cultures. On retrouve des instruments d'origine grecque ou perse dans les fêtes chinoises, des récits épiques indiens adaptés en persan ou en turc, des chansons populaires chinoises reprises par des nomades kirghizes. Les fêtes religieuses, les mariages, les foires et les banquets deviennent autant d'occasions d'échanger histoire, recettes, superstitions ou inventions. La circulation des langues, des alphabets, des techniques d'écriture est l'un des apports majeurs du Grand Chemin. Les scribes, les calligraphes, les traducteurs s'efforcent de mettre en commun les savoirs. On traduit en sogdien les textes bouddhistes, on recopie en syriaque les traités grecs, on adapte en arabe les recueils médicaux chinois. Les bibliothèques d'Ouzbékistan, de Perse, de Syrie ou de Chine deviennent des lieux de dialogue intellectuel sans précédent. Enfin, la route favorise la circulation des idées et des croyances, préparant la voie à une véritable mondialisation avant la lettre. Les débats religieux, les controverses philosophiques, les pratiques artistiques et scientifiques voyagent avec la même facilité que les marchandises. Les missionnaires bouddhistes, les sages indiens, les philosophes grecs ou persans, les savants arabes ou juifs s'inspirent mutuellement, posant les bases d'une nouvelle vision du monde, plus large, plus complexe et plus tolérante. Le grand chemin de la soie, par sa diversité, sa flexibilité et sa richesse, devient ainsi le laboratoire d'une humanité en perpétuel mouvement, en quête de nouveauté et d'harmonie. Chaque génération de marchands, d'artisans, de pèlerins, de savants ou de princes, y laisse une empreinte, un souvenir, une invention. C'est ce patrimoine vivant, transmis d'âge en âge, qui fait encore aujourd'hui la fascination pour cette route mythique, symbole d'un dialogue ininterrompu entre les peuples et les civilisations. Les religions et les voyageurs du savoir sont parmi les acteurs les plus influents et fascinants du grand chemin de la soie, bien au-delà des marchandises et des objets précieux. Ce sont les idées, les croyances et les sagesses qui voyagent à travers déserts, montagnes et cités-oasis. La route devient le théâtre d'un immense brassage spirituel. Le bouddhisme, le manichéisme, le christianisme, l'islam, le zoroastrisme, le judaïsme et de nombreuses traditions locales se croisent, s'opposent, se transforment et parfois fusionnent, dans des formes inédites. Le bouddhisme est la première grande religion à conquérir l'ensemble de la route. Du Gange à la Chine impériale, parti du nord de l'Inde avec les premiers missionnaires et moines itinérants, il s'implante solidement dans les oasis de la vallée du Tarim, dans les monastères de Kucha, de Dunhuang, de Turfan, puis gagne la cour des Han. Les pagodes, les grottes ornées de fresques, les bibliothèques regorgeant de manuscrits traduits témoignent de cette ferveur. Les pèlerins chinois, tels que Faxian puis Xuanzang, entreprennent des voyages de plusieurs dizaines d'années pour rapporter des textes sacrés, des reliques, des statues, contribuant ainsi à la circulation des idées et à l'enrichissement des doctrines. Le manichéisme, né en Perse au IIIe siècle de notre ère, suit également la route des caravanes. Portée par des missionnaires, la foi manichéenne, mélange de croyances perses, chrétiennes, bouddhistes et locales, séduit marchands et artisans d'Asie centrale. Les textes manichéens, retrouvés à Gaochang ou à Turfan, sont traduits en sogdien, en ouïghour et en chinois. Cette religion met l'accent sur la dualité du monde, la lutte entre la lumière et les ténèbres. Un message qui trouve un écho particulier chez les peuples confrontés à la rudesse de la route. Le christianisme, sous sa forme nestorienne, suit lui aussi le flux des caravanes. Les premiers missionnaires partent de Syrie, traversent la Perse, l'Asie centrale et finissent par atteindre la Chine au 7e siècle. Les vestiges d'églises, les stèles gravées en syriaque et en chinois, les croix disséminées dans les oasis témoignent de la présence chrétienne. Les communautés nestoriennes, tolérées par les empereurs Tang, participent à la traduction de textes, à la fondation d'écoles, à la diffusion de savoirs médicaux ou astronomiques. L'islam,
né au 7e siècle dans la péninsule arabique, se répand rapidement le long de la route grâce aux marchands, aux voyageurs et aux conquêtes. Les villes de Bukhara, Samarcande, Kashgar, Nishapur, Rai deviennent de puissants foyers islamiques. Mosquées, madrasas, hôpitaux, marchés prennent un nouveau visage, tandis que les arts et les sciences islamiques pénètrent en Inde, en Chine, en Persia, Asie du Sud-Est. Les soufis, mystiques voyageurs, jouent un rôle majeur dans la diffusion pacifique de l'islam. Leur confrérie accueille pèlerins, artistes, savants, pauvres et riches, tissant des liens d'hospitalité et de solidarité inédits. Parallèlement, les religions anciennes et locales persistent ou se transforment. Le zoroastrisme, culte du feu et du soleil, reste vivace en Perse, en Sogdiane et dans certaines oasis du Xinjiang. Les temples du feu, les tours du silence, les cérémonies rituelles sont fréquentées par des voyageurs de passage. Le judaïsme, grâce aux diasporas installées en Perse, en Bukhara ou dans la vallée du Zerafshan, contribue aussi au dialogue interculturel. Synagogues, écoles religieuses, textes en hébreu ou en araméen témoignent de la présence juive le long de la route. Les voyageurs du savoir sont tout aussi importants que les marchands ou les religieux. Les grandes expéditions de pèlerins, de sages ou d'ambassadeurs sont souvent financées par les souverains ou par des guildes marchandes. Les moines bouddhistes rapportent des centaines de rouleaux manuscrits, des techniques de peinture, des secrets d'architecture ou d'agriculture. Les savants musulmans diffusent les traités d'algèbre, d'astronomie, de médecine ou de philosophie grecque, indien ou persan, souvent traduits en arabe, en persan, puis en chinois. Les bibliothèques, les monastères, les écoles deviennent de véritables carrefours intellectuels. On y recopie, on y traduit, on y enseigne dans toutes les langues du chemin. Sogdien, ouïghour, arabe, persan, sanskrit, chinois, grec ou latin. Certains manuscrits parcourent des milliers de kilomètres avant de trouver un copiste ou un lecteur attentif. Les voyageurs laissent parfois des témoignages précieux de leur périple, tels que Xuanzang, dont le récit du voyage vers l'Inde inspire encore les écrivains et les cinéastes contemporains. Les légendes et les mystères abondent sur les routes du savoir. On raconte que certaines oasis abritaient des temples oubliés, des bibliothèques secrètes, des reliques miraculeuses ou des cartes du monde perdu. Des monastères perchés au sommet de montagnes inaccessibles auraient conservé, à l'abri des tempêtes et des invasions, des trésors de sagesse venus d'Inde, de Perse ou d'Égypte. De nombreux récits font état de rencontres extraordinaires. Un sage indien débat avec un philosophe grec, un astronome arabe observe une éclipse avec un moine bouddhiste, un marchand juif découvre une langue inconnue en traversant la steppe. Les échanges intellectuels, scientifiques et religieux bouleversent durablement les sociétés traversées par le grand chemin de la soie. Les systèmes d'écriture, les calendriers, les croyances sur l'origine du monde, les techniques d'irrigation, les méthodes de soins ou les recettes culinaires circulent et se transforment. On invente de nouveaux mots, de nouvelles recettes, de nouveaux remèdes, de nouveaux styles architecturaux. Les sociétés, confrontées à la diversité, s'ouvrent à la tolérance, à la curiosité, à l'expérimentation. En définitive, le grand chemin de la soie n'est pas seulement un réseau de routes et de marchés, mais un vaste laboratoire d'humanité. C'est le lieu où se forment les premières communautés cosmopolites, où la foi devient dialogue, où le savoir se fait partage, où l'aventure spirituelle se mêle à la découverte du monde. La mémoire de ces voyageurs, de ces sages, de ces bâtisseurs d'empires et de ponts invisibles relie encore aujourd'hui l'Est et l'Ouest, l'Antiquité et la modernité, la sagesse ancienne et les quêtes d'aujourd'hui. Les périls du grand chemin de la soie sont innombrables, à la hauteur des ambitions et des rêves qu'il suscite depuis des siècles.
Tout au long de son histoire, la route se transforme en un espace d'épreuves, de risques et de défis à la fois humains, naturels et politiques. Pour chaque caravane partie de Shangan ou de Samarcande, des dizaines de dangers guettent à chaque étape du voyage. Tempêtes de sable, bandits armés, maladies inconnues, guerres entre empires, trahisons, sécheresses, inondations ou encore terribles, mirages. La traversée du désert du Taklamakan, surnommé « celui qu'on ne traverse pas et dont on ne revient pas », reste une épreuve redoutée par tous les marchands et pèlerins. Les dunes s'étendent sur des centaines de kilomètres, effaçant chaque nuit les traces des convois précédents. Les mirages, les oasis trompeuses, les tempêtes soudaines, la chaleur accablante de la journée et le froid mordant de la nuit font disparaître chaque année des dizaines de voyageurs et de bêtes de somme. Les caravanes qui franchissent ce désert le doivent à une préparation minutieuse. Réserves d'eau, guides locaux, cartes secrètes, amulettes, prières et espoirs partagés. Les montagnes du Pamir, du Tian Shan ou de l'Hindu Kush constituent autant de passages dangereux. Les cols sont souvent bloqués par la neige, exposés aux avalanches, aux éboulements, aux attaques de loups ou de brigands. Les légendes locales évoquent des esprits protecteurs, mais aussi des monstres et des génies malfaisants censés punir l'orgueil ou la négligence. Les itinéraires changent au fil des saisons, et chaque année, des caravanes entières se retrouvent piégées par un hiver précoce ou une fonte des neiges brutale. Les attaques de bandits représentent un péril constant. Certains groupes armés, parfois composés d'anciens soldats, d'aventuriers ou de chefs tribaux mécontents, tentent des embuscades dans les défilés, les gorges ou les abords des villes. Ils pillent, enlèvent, rançonnent, tuent et s'enfuient vers des repères difficiles d'accès. Pour se protéger, les marchands se regroupent en grandes caravanes, engagent des mercenaires, payent des tribus locales pour obtenir un passage sûr ou se réfugient dans les cités fortifiées. Les maladies, les famines et les épidémies frappent aussi durement. Le scorbut, la dysenterie, les infections respiratoires, les fièvres exotiques se propagent dans les caravanes, frappant hommes et animaux. Les sécheresses prolongées provoquent des famines dans les oasis, forçant les populations à migrer, à vendre leurs biens ou à accepter des conditions humiliantes pour survivre. Des récits mentionnent des caravanes entières décimées par la maladie ou la soif, leurs traces perdues à jamais dans l'immensité des steppes ou des déserts. Mais les pires menaces viennent souvent des hommes, de la politique et de la guerre. La route traverse de nombreux royaumes, empires ou principautés, qui rivalisent pour le contrôle des points stratégiques. Les conflits entre la Chine des Han, les Xiongnu, les Turcs, les Sogdiens, les Parthes, les Sassanides, les Arabes, les Byzantins, les Mongols ou les empires d'Asie du Sud-Est provoquent des fermetures de routes, des destructions de cités, des massacres de populations, des déplacements massifs de réfugiés. Les empereurs, rois et khans tentent à plusieurs reprises de contrôler, de taxer ou de protéger la route. Ils construisent des tours de guet, des forts, des garnisons, instaurent des patrouilles armées, offrent des récompenses aux guides ou aux espions. Certains instaurent des monopoles, imposent des droits de passage, exigent des cadeaux somptueux ou concluent des alliances matrimoniales pour sécuriser un tronçon vital. Mais à chaque changement de pouvoir, à chaque crise, l'équilibre fragile est rompu et le chaos s'installe. Les grandes épidémies changent parfois le visage du chemin de la soie. La peste noire, partie d'Asie centrale au XIVe siècle, atteint la Méditerranée en quelques années, décimant des millions de personnes sur tout le continent eurasiatique. Les rumeurs attribuent la maladie à des esprits malfaisants, à des complots de marchands, à des punitions divines. Les routes commerciales sont abandonnées, les cités se vident, la peur s'installe durablement. Les changements climatiques constituent un autre défi majeur. Les variations du cours des rivières, les cycles de sécheresse ou d'inondation,
Les avancées du désert, la salinisation des terres arables forcent les populations à déplacer des villes entières, à abandonner des oasis jadis prospères, à inventer de nouveaux itinéraires. Des cités naguère florissantes disparaissent sous le sable ou deviennent de simples ruines, hantées par les souvenirs d'un passé révolu. Malgré tous ces périls, la route ne cesse jamais d'exister. Les marchands, les pèlerins, les soldats, les espions, les artistes et les exilés inventent sans cesse de nouvelles stratégies. Alliances éphémères, codes secrets, routes secondaires, caravanes fantômes circulant de nuit. Les sociétés traversées par la route développent une résilience, une capacité d'adaptation, un goût du risque et de l'aventure qui forgent leur identité sur le long terme. En définitive, le grand chemin de la soie n'est pas seulement une voie de richesse et de découverte, mais aussi un espace de danger, de perte, de renouvellement. Ce sont ces épreuves, ces défis relevés, ces tragédies surmontées qui nourrissent la mémoire collective et la légende de la route. Chaque génération se souvient des récits de disparition, de sauvetages miraculeux, de forteresses assiégées ou de caravanes réapparues contre toute attente, faisant du chemin de la soie une école de courage, de prudence et de persévérance. À l'apogée du grand chemin de la soie, entre le 7e et le 13e siècle de notre ère, l'Eurasie connaît une période de prospérité, d'ouverture et de brassage sans équivalent. Des caravanes longues parfois de plusieurs centaines de chameaux relient la Chine impériale aux cités du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Les grandes puissances, dynastie Tang, califat abbasside, empire byzantin, royaumes indiens, empire turc, coopèrent, rivalisent ou s'allient. Mais toutes profitent que du commerce international qui irrigue villes, campagnes et palais. Les routes terrestres et maritimes s'enrichissent peu mutuellement. Les innovations techniques accélèrent la circulation des marchandises, des idées et des hommes. Cette ère d'or s'incarne dans des villes fabuleuses, des marchés débordants de richesses, des monastères rayonnants, des ambassades spectaculaires. À Shangan, capitale cosmopolite, les ambassades de Perse, d'Arabie, d'Inde et d'Europe côtoient les marchands venus de Samarcande ou de Boukhara. À Bagdad, des savants de toutes origines traduisent les savoirs du monde entier à la maison de la sagesse. À Constantinople, les caravanes apportent soieries, épices, ivoire, perles et manuscrits. Les banquets réunissent dignitaires, artistes, négociants et religieux. L'union des empires mongols au XIIIe siècle bouleverse encore la géographie du commerce. Gengis Khan et ses descendants unifient la majeure partie de l'Eurasie sous une autorité commune. Les routes sont pacifiées, surveillées, protégées par des garnisons et des relais de poste. Les célèbres yams, stations postales mongoles, permettent aux courriers, aux marchands, aux espions et aux ambassadeurs de traverser des milliers de kilomètres en sécurité. Jamais auparavant la route n'a été aussi sûre, aussi rapide, aussi ouverte. Les récits de Marco Polo, de Giovanni da Pian del Carpine, de Guillaume de Rebrouck témoignent de cette époque de circulation exceptionnelle. Mais cet âge d'or porte déjà en germe le déclin du grand chemin de la soie. Au XIVe siècle, la peste noire frappe durement l'Eurasie, provoquant la mort de millions de personnes, la dépopulation de villes entières, l'abandon de nombreux itinéraires. Les guerres civiles, les invasions, les révoltes déstabilisent les empires. La fermeture de certains royaumes, l'intolérance religieuse, les rivalités entre grandes puissances rendent la route de plus en plus dangereuse, moins fréquentée, moins rentable. La chute de Constantinople en 1453 symbolise un tournant majeur. La Méditerranée orientale tombe aux mains des Ottomans, les relations commerciales avec l'Europe se compliquent, les taxes augmentent, les marchands sont soupçonnés d'espionnage ou de trahison. De plus en plus, les puissances maritimes, Portugal, Espagne, plus tard Hollande, Angleterre, France, cherchent à contourner l'Asie centrale en développant de nouveaux itinéraires par mer.
Les grandes découvertes, de Vasco de Gama à Magellan, ouvrent une ère nouvelle. L'océan supplante la steppe et le désert. La caravane cède la place à la nef. Les cités-oasis, les monastères, les marchés se vident peu à peu. Les routes secondaires tombent en ruine. Les caravansérails ferment ou se transforment en villages misérables. Des régions autrefois prospères sont englouties par le désert ou ravagées par les conflits. Les traditions locales, les arts, les savoir-faire déclinent ou s'adaptent à de nouveaux contextes. Les légendes des cités perdues, des trésors engloutis, des voyageurs disparus alimentent la nostalgie d'un âge révolu. Pourtant, même dans le déclin, la mémoire du chemin de la soie survit. Les chroniques, les récits de voyageurs, les poèmes et les chansons continuent de célébrer la grandeur passée, l'esprit d'aventure, la richesse des échanges. Certains marchands, religieux ou exilés, s'efforcent de maintenir les contacts, de préserver les bibliothèques, de restaurer les ponts et les aqueducs. Les grandes familles marchandes réorientent leur activité vers la mer Noire, le golfe Persique, l'Inde ou la Chine du Sud. Au fil des siècles, de nouvelles routes apparaissent, mais l'essence du grand chemin demeure, la capacité à relier, à inventer, à survivre. Les routes maritimes vers l'Inde, la route du thé, la route de l'ambre, la route de l'encens poursuivent l'esprit de découverte, de curiosité, d'échange. La soie continue de séduire les élites européennes et moyen-orientales, même si elle ne voyage plus à dos de chameau à travers le Taklamakan. Les derniers grands convois terrestres disparaissent au XVIIIe siècle. Les archéologues, les géographes, les diplomates européens redécouvrent peu à peu les vestiges des villes, des forteresses, des manuscrits, des objets précieux abandonnés sur la route. L'histoire du chemin de la soie se mue en mythe, en rêve, en inspiration pour les écrivains, les peintres, les compositeurs. Elle irrigue l'imaginaire des peuples de l'Eurasie, porteurs d'un héritage commun, d'une mémoire partagée, d'une promesse de dialogue. Le déclin du chemin de la soie ne marque pas la fin des échanges, mais le début d'une nouvelle ère. Les routes se déplacent, changent de forme, de rythme, d'échelle. Les peuples s'adaptent, se réinventent, inventent d'autres formes de contact et d'échange. Mais le souvenir de la grande route demeure, témoignage d'un monde ouvert, divers, courageux et avide de découvertes, toujours prêt à relever les défis du temps. Au tournant du XIVe siècle, le grand chemin de la soie entre dans une ère de bouleversement profond, fruit de la combinaison de plusieurs facteurs qui remettent en question son existence même. Le monde eurasien, qui pendant plus de 7 siècles a prospéré grâce à la circulation des caravanes, des idées et des marchandises, est frappé par une succession de crises sans précédent. La première d'entre elles est la terrible peste noire. Partie des steppes d'Asie centrale, elle se propage le long des routes caravanières, décimant villes, villages, marchés et cités-oasis. Des millions de personnes périssent, laissant des terres abandonnées, des familles brisées et des traditions anéanties. À Bukhara, Samarcande, Kashgar, Dunhuang, les chroniqueurs rapportent des rues vides, des bazars silencieux, des monastères désertés. Mais la peste n'est qu'une des menaces. À la même époque, l'instabilité politique s'aggrave sur toute la route. Les descendants de Gengis Khan, qui avaient unifié une grande partie de l'Eurasie sous la bannière mongole, voient leur empire se fragmenter en plusieurs khanats rivaux. Les guerres civiles, les luttes de succession, les révoltes locales détruisent les infrastructures, coupent les voies commerciales, rendent certains tronçons impraticables. Les villes fortifiées, jadis refuge pour les voyageurs, deviennent cibles de pillages, de sièges et d'incendies. Dans le même temps, de nouvelles puissances émergent. À l'ouest, l'Empire ottoman s'étend sur les Balkans, l'Anatolie et la Méditerranée orientale, bouleversant les anciens équilibres. À l'est, la dynastie Ming
chassent les Mongols de Chine et ferment partiellement les frontières, préoccupés par la stabilité intérieure. Les routes du nord, du sud et du centre sont tantôt ouvertes, tantôt fermées, selon les alliances, les guerres et les intérêts du moment. Les marchands hésitent. Les caravaniers cherchent des alternatives plus sûres ou se convertissent au commerce maritime. La concurrence des routes maritimes devient, à partir du XVe siècle, le facteur décisif du déclin terrestre. Les explorateurs portugais puis espagnols découvrent, au prix de périls inouïs, de nouveaux chemins maritimes vers l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine. Les cargaisons d'épices, de soieries, de porcelaine, de pierres précieuses transitent désormais par l'océan Indien, le golfe Persique, la mer Rouge ou la Méditerranée, contournant les déserts et les montagnes. Les puissances européennes investissent dans la construction de navires, de comptoirs, de forteresses côtières, offrant rapidité, volume et sécurité supérieures à celles des caravanes terrestres. La fermeture de Constantinople par les Ottomans, en 1453, sonne le glas du commerce traditionnel avec l'Europe occidentale. Les marchands vénitiens, génois, arabes ou persans perdent leur rôle d'intermédiaires privilégiés. Les taxes montent, les risques d'espionnage ou de guerre se multiplient, les convois s'amenuisent. La Méditerranée devient un espace disputé, où la supériorité navale détermine la richesse des royaumes. Loin à l'intérieur des terres, les villes du chemin de la soie dépérissent. Certaines sombrant dans l'oubli, d'autres survivant comme simples bourgs ruraux ou sanctuaires religieux. Mais la crise ne signifie pas disparition immédiate. Tout au long des 15e, 16e et même 17e siècles, des tentatives de réouverture ou de restauration voient le jour. Des diplomates européens se rendent en Perse, en Chine, à Samarcande ou à Boukhara, dans l'espoir de rétablir le commerce. Des caravanes, plus petites, plus discrètes, traversent encore le désert, contournent les zones de conflit, s'adaptent à la nouvelle donne géopolitique. Les chroniques mentionnent des marchés tenus dans les ruines, des caravansérails utilisés comme refuge temporaire, des marchands contraints de voyager de nuit ou déguisés pour échapper aux bandits. Le climat, longtemps allié des voyageurs, devient à son tour un adversaire. Des cycles de sécheresse prolongés frappent l'Asie centrale et l'ouest de la Chine, rendant l'irrigation plus difficile, provoquant la ruine de villages entiers, la disparition d'oasis, la migration de populations. Les fleuves changent de cours, les sables avancent, les récoltes échouent. Les légendes évoquent des cités englouties, des palais ensevelis, des routes effacées par le vent. Certains voyageurs du XVIIIe siècle parlent de kilomètres de ruines et de silence là où jadis régnait vie, commerce et abondance. Pour les populations locales, le déclin du chemin de la soie s'accompagne de bouleversements sociaux et culturels majeurs. Les élites marchandes se reconvertissent dans le commerce local, l'agriculture, l'artisanat ou le service de puissance étrangère. Les traditions se fragmentent, les savoir-faire disparaissent ou se transforment. La diversité religieuse et linguistique décline. Cependant, dans la clandestinité ou la discrétion, certains continuent de transmettre histoire, contes, chants et recettes. La mémoire du chemin de la soie ne s'efface pas complètement. Les récits des voyageurs, européens, persans, chinois, indiens, arabes, entretiennent la nostalgie d'un âge d'or. Les poètes chantent les marchés disparus. Les musiciens adaptent les mélodies des caravanes. Les conteurs gardent vivants les récits des cités oasis. Des manuscrits, des objets précieux, des fresques survivent, parfois à l'état fragmentaire, témoignant d'un monde dont la réalité dépasse la légende. À la fin du XVIIIe siècle, seuls quelques itinéraires secondaires subsistent, principalement pour les pèlerinages religieux ou les missions diplomatiques. Les caravanes de grande ampleur ne sont plus qu'un souvenir. Mais dans l'imaginaire collectif, la route demeure. Elle inspire peintres, écrivains, explorateurs. Les voyageurs romantiques rêvent de retrouver la splendeur passée,
de découvrir les secrets enfouis sous le sable ou dans les grottes. C'est la naissance d'une nouvelle ère, celle de la redécouverte, de l'étude scientifique, de l'archéologie et du patrimoine. ChatGPT сказал: «Даю две финальные главы о кризисах, упадке и современном наследии Великого Шелкового пути. Каждая в 2 раза длиннее, максимально насыщенно и подробно. Стиль и структуру полностью соблюдаю. Все числа только прописью, паузы после каждого второго абзаца. Huitième chapitre. Les grandes crises et le déclin progressif. Au tournant du XIVe siècle, le grand chemin de la soie entre dans une ère de bouleversement profond, fruit de la combinaison de plusieurs facteurs qui remettent en question son existence même. Le monde eurasien, qui pendant plus de 7 siècles a prospéré grâce à la circulation des caravanes, des idées et des marchandises, est frappé par une succession de crises sans précédent. La première d'entre elles est la terrible peste noire. Partie des steppes d'Asie centrale, elle se propage le long des routes caravanières, décimant villes, villages, marchés et cités-oasis. Des millions de personnes périssent, laissant des terres abandonnées, des familles brisées et des traditions anéanties. À Bukhara, Samarcande, Kashgar, Dunhuang, les chroniqueurs rapportent des rues vides, des bazars silencieux, des monastères désertés. Mais la peste n'est qu'une des menaces. À la même époque, l'instabilité politique s'aggrave sur toute la route. Les descendants de Gengis Khan, qui avaient unifié une grande partie de l'Eurasie sous la bannière mongole, voient leur empire se fragmenter en plusieurs khanats rivaux. Les guerres civiles, les luttes de succession, les révoltes locales détruisent les infrastructures, coupent les voies commerciales, rendent certains tronçons impraticables. Les villes fortifiées, jadis refuge pour les voyageurs, deviennent cibles de pillages, de sièges et d'incendies. Dans le même temps, de nouvelles puissances émergent. À l'ouest, l'Empire ottoman s'étend sur les Balkans, l'Anatolie et la Méditerranée orientale, bouleversant les anciens équilibres. À l'est, la dynastie Ming chasse les Mongols de Chine et ferme partiellement les frontières, préoccupée par la stabilité intérieure. Les routes du nord, du sud et du centre sont tantôt ouvertes, tantôt fermées, selon les alliances, les guerres et les intérêts du moment. Les marchands hésitent, les caravaniers cherchent des alternatives plus sûres ou se convertissent au commerce maritime. La concurrence des routes maritimes devient, à partir du XVe siècle, le facteur décisif du déclin terrestre. Les explorateurs portugais puis espagnols découvrent, au prix de périls inouïs, de nouveaux chemins maritimes vers l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine. Les cargaisons d'épices, de soieries, de porcelaine, de pierres précieuses transitent désormais par l'océan Indien, le golfe Persique, la mer Rouge ou la Méditerranée, contournant les déserts et les montagnes. Les puissances européennes investissent dans la construction de navires, de comptoirs, de forteresses côtières, offrant rapidité, volume et sécurité supérieures à celles des caravanes terrestres. La fermeture de Constantinople par les Ottomans en 1453 sonne le glas du commerce traditionnel avec l'Europe occidentale. Les marchands vénitiens, génois, arabes ou persans perdent leur rôle d'intermédiaires privilégiés. Les taxes montent, les risques d'espionnage ou de guerre se multiplient, les convois s'amenuisent. La Méditerranée devient un espace disputé, où la supériorité navale détermine la richesse des royaumes. Loin à l'intérieur des terres, les villes du chemin de la soie dépérissent, certaines sombrant dans l'oubli, d'autres survivant comme simples bourgs ruraux ou sanctuaires religieux. Mais la crise ne signifie pas disparition immédiate. Tout au long des 15e, 16e et même 17e siècles, des tentatives de réouverture ou de restauration voient le jour. Des diplomates européens se rendent en Perse, en Chine, à Samarcande ou à Bukhara dans l'espoir de rétablir le commerce. Des caravanes, plus petites, plus discrètes, traversent encore le désert, contournent les zones de conflit, s'adaptent à la nouvelle donne géopolitique. Les chroniques mentionnent des marchés tenus dans les ruines,
des caravansérails utilisés comme refuge temporaire, des marchands contraints de voyager de nuit ou déguisés pour échapper aux bandits. Le climat, longtemps allié des voyageurs, devient à son tour un adversaire. Des cycles de sécheresse prolongés frappent l'Asie centrale et l'ouest de la Chine, rendant l'irrigation plus difficile, provoquant la ruine de villages entiers, la disparition d'oasis, la migration de populations. Les fleuves changent de cours, les sables avancent, les récoltes échouent. Les légendes évoquent des cités englouties, des palais ensevelis, des routes effacées par le vent. Certains voyageurs du XVIIIe siècle parlent de kilomètres de ruines et de silence là où jadis régnait vie, commerce et abondance. Pour les populations locales, le déclin du chemin de la soie s'accompagne de bouleversements sociaux et culturels majeurs. Les élites marchandes se reconvertissent dans le commerce local, l'agriculture, l'artisanat ou le service de puissances étrangères. Les traditions se fragmentent, les savoir-faire disparaissent ou se transforment, la diversité religieuse et linguistique décline. Cependant, dans la clandestinité ou la discrétion, certains continuent de transmettre histoire, contes, chants et recettes. La mémoire du chemin de la soie ne s'efface pas complètement. Les récits des voyageurs, européens, persans, chinois, indiens, arabes, entretiennent la nostalgie d'un âge d'or. Les poètes chantent les marchés disparus. Les musiciens adaptent les mélodies des caravanes. Les conteurs gardent vivants les récits des cités oasis. Des manuscrits, des objets précieux, des fresques survivent, parfois à l'état fragmentaire, témoignant d'un monde dont la réalité dépasse la légende. À la fin du XVIIIe siècle, seuls quelques itinéraires secondaires subsistent, principalement pour les pèlerinages religieux ou les missions diplomatiques. Les caravanes de grande ampleur ne sont plus qu'un souvenir. Mais dans l'imaginaire collectif, la route demeure. Elle inspire peintres, écrivains, explorateurs. Les voyageurs romantiques rêvent de retrouver la splendeur passée, de découvrir les secrets enfouis sous le sable ou dans les grottes. C'est la naissance d'une nouvelle ère, celle de la redécouverte, de l'étude scientifique, de l'archéologie et du patrimoine. 9e chapitre. Héritage, redécouverte et renaissance moderne. À partir du XIXe siècle, l'Occident et l'Orient se passionnent pour l'exploration et la redécouverte des vestiges du grand chemin de la soie. Des archéologues, des diplomates, des militaires et des aventuriers sillonnent l'Asie centrale, la Chine, la Perse et le Moyen-Orient à la recherche des cités perdues, des trésors oubliés, des manuscrits mystérieux. Sven Hedin, Aurel Stein, Paul Pelliot, Albert von Lecoq, Langdon Warner et bien d'autres contribuent à exhumer statues, fresques, objets d'art, parchemins, textiles, fragments de vie quotidienne, parfois au prix de périls immenses. Les grottes de Mogao à Dunhuang, les ruines de Lulan, les oasis du Tarim révèlent peu à peu la complexité, la diversité et la profondeur des échanges anciens. Ces découvertes provoquent fascination, débats, parfois polémiques sur le partage des trésors et la conservation du patrimoine. Musées de Londres, de Berlin, de Saint-Pétersbourg, de Paris, de Tokyo ou de Pékin exposent désormais statues bouddhistes, textiles, manuscrits multilingues, monnaies d'or, objets de culte, instruments de musique. Les universitaires multiplient les études, les conférences, les expositions, tentant de reconstituer le puzzle des civilisations disparues. L'UNESCO classe certains sites, comme Samarcande ou les grottes de Mogao, au patrimoine mondial, encourageant leur protection et leur restauration. La mémoire du chemin de la soie renaît aussi dans les arts et la culture populaire. Des écrivains européens et asiatiques revisitent les récits de Marco Polo, d'Ibn Battuta, de Faxian, de Xuanzang. Le cinéma, la peinture, la musique, la photographie s'inspirent des caravanes, des paysages désertiques, des marchés multicolores, des cités oasis,
des rencontres entre sages venus des confins de l'Eurasie. Les festivals, les expositions, les colloques universitaires réinventent la diversité de la route, invitent à célébrer la tolérance, la curiosité et le métissage des cultures. Au XXe siècle, la géopolitique du monde change radicalement. La révolution industrielle, la colonisation, les guerres mondiales, la naissance de nouveaux États bouleversent la carte de l'Asie centrale. Mais partout, des projets de renaissance émergent. Restauration de monuments, valorisation du patrimoine, échanges culturels, ouverture de musées, création de circuits touristiques. La route devient un enjeu diplomatique. Elle symbolise le dialogue, la paix, la coopération, l'avenir commun des peuples de l'Eurasie. Le XXIe siècle voit naître une nouvelle ambition, celle de créer un nouveau chemin de la soie, au croisement du passé et du futur. L'initiative chinoise Belt and Road relie par des routes, des voies de ferrée, des pipelines, des ports des dizaines de pays, de la mer de Chine à la Méditerranée, de la Russie à l'Afrique. Les gouvernements, les institutions internationales, les entreprises investissent dans des infrastructures, mais aussi dans des programmes éducatifs, culturels, scientifiques, le commerce, le tourisme, la recherche, l'art, le patrimoine deviennent les nouveaux véhicules du dialogue des civilisations. La modernité ne reproduit pas la route ancienne, mais elle en perpétue l'esprit. Les anciens marchés sont remplacés par des centres de congrès, les caravansérails par des hôtels, les manuscrits par des bases de données numériques. Mais l'idée de relier les peuples, de favoriser l'échange, de surmonter les barrières, de découvrir l'autre demeure vivace. Les sociétés multiculturelles, les jumelages de villes, les réseaux universitaires, les festivals internationaux prolongent le rêve de la route. Dans l'imaginaire contemporain, le grand chemin de la soie reste une source d'inspiration inépuisable. Voyageurs, artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, écrivains, musiciens s'y réfèrent. Pour penser la mondialisation autrement, non comme un effacement des identités, mais comme un enrichissement mutuel, une invitation au dialogue, à la tolérance, à la curiosité, la littérature, la peinture, le cinéma. Les réseaux sociaux réinventent sans cesse les mythes, les récits, les symboles liés à la route. Au final, le grand chemin de la soie, par-delà son déclin matériel, survit comme une idée, une mémoire, une promesse. Il rappelle que l'humanité progresse par les échanges, la diversité, l'ouverture, la confiance dans l'inconnu. La trace des caravanes, des sages, des artistes, des bâtisseurs d'empires continue d'unir l'Est et l'Ouest, les siècles passés et l'avenir. Ainsi, le chemin de la soie demeure un phare pour notre temps, un modèle pour la paix, la connaissance et la fraternité des peuples.